Alors aujourd'hui, on s'attaque à la gestion de portefeuille. Donc avec plusieurs actifs, ce qu'on va faire, c'est que l'on va calculer la matrice de covariance pour ces actifs-là. Donc contrairement aux précédentes vidéos où on se concentrait sur un actif avec une volatilité précise, maintenant il y aura plusieurs actifs avec des covariances entre les actifs. Tout d'abord, je vais présenter quelles sont les stratégies pour optimiser un portefeuille. Donc j'en donnerai deux. Puis je ferai la démonstration pour optimiser dans un des cas, un cas plutôt trivial. Et ensuite, on s'attaquera à la généralisation du modèle Garch, le modèle M-Garch. Voilà. Donc, si on prend un vecteur rendement qui symbolise les n rendements des n actifs, pour un portefeuille, l'on a deux choses. On a son rendement, sa volatilité. Et pour ce faire, donc comme on optimise un portefeuille, on optimise des paramètres. Ce sont les poids attachés à chacun des actifs, tels que la somme des poids vaille 1. Le rendement, ça va donc être juste la pondération des rendements. Et pour la volatilité, on a tout d'abord la somme des variances de chacun des actifs plus la somme des covariances. Voilà. On a deux stratégies. Premièrement, celle de la maximisation du Sharpe, avec un E. C'est le rendement du portefeuille moins le rendement de référence de base, qui est par exemple celui des bons du trésor, sur l'écart type de ce portefeuille. Donc on veut maximiser ça. Ou alors on peut, à rendement fixé, minimiser le risque. C'est-à-dire, si on fixe ça, on fait jouer sur les poids pour que ça soit fixé, on veut juste minimiser cette fonction-là. Voilà. En termes matriciels, si on note H, la matrice de covariance, alors, ici, l'on a R oméga t, oméga transposé, plus oméga H oméga transposé. Voilà. On utilise les notations matricielles pour que ce soit plus simple. Et parce qu'on n'a pas le choix en réalité. Voilà, maintenant, je vais te démontrer comment est-ce qu'on trouve les poids si jamais on prend la grosse hypothèse qu'il n'y a pas de corrélation entre les actifs, covariance nulle, et comment est-ce qu'on trouve les poids qui maximisent ce Sharpe. Donc, si on note le Sharpe, c'est donc le rendement du portefeuille moins le rendement de référence, avec le rendement de référence qui est égal à RB 1,1,1. Voilà, sur le sigma p, sauf que j'ai pris l'hypothèse qu'il n'y a pas de covariance, donc c'est uniquement a racine carrée et oméga i carré, sigma i carré. Voilà. On remarque que S de oméga égale à S de lambda oméga.
si lambda est supérieur à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va choisir un certain lambda pour lequel le sigma p, ça là c'est sigma p, vaille 1. Donc on prend une condition sigma p égale 1, c'est équivalent à dire, comme sigma p est positif, sigma p carré sur 2 égale 1,5. Ça c'est une astuce de mettre le 1,5 juste pour simplifier le calcul. Et donc on utilise le théorème de Lagrange puisqu'on a une équation, une égalité, pardon, et une fonction à maximiser. Donc, le gradient de S plus un certain gamma fois le gradient de la fonction associée à cette équation-là. Donc, c'est la fonction qui est à oméga associe sigma de p carré sur 2 moins 1,5. Ça vaut 0. Donc, on rappelle, on a fixé ça comme étant à 1. Donc, ça nous donne que somme sur i des RI moins RP plus gamma, ça fait 0. Et sur ce terme-là, donc on a du sigma p, c'est ça, au carré, c'est juste l'intérieur de la racine carrée, sur 2 en gradient, par rapport à oméga. Donc ça donne juste du oméga i, sigma i carré, égale 0. Et donc que pour tout i, oméga i égale RB moins RI en somme sur gamma sigma i carré. Voilà. Et donc, si on reprend la condition somme des oméga i égale 1, c'est pas très clair ça, pourquoi c'est du sigma i, mais ok. Somme des oméga i égale 1, ça nous dit que faut modifier encore ces oméga i, parce qu'ici on a des oméga i prime entre guillemets, puisqu'on a fixé cette condition là, on a un certain oméga i prime, mais nous on veut les sommes des oméga i by 1, donc on a juste à diviser par cette somme d'oméga i, donc oméga i égale oméga i prime sur somme des oméga i prime. Voilà. Donc la somme des oméga i va bien valoir 1. Voilà. Donc on a trouvé les oméga i qui maximisent le Sharpe pour notre solution, pour notre portefeuille. Voilà. Maintenant, on s'intéresse au modèle M-Garch qui va généraliser le Garch. Donc Garch c'est pour un actif, n égale 1. Maintenant, on a n actifs comme hypothèse, bon, on sait que T appartient à un grand T et que bien sûr tout est stationnaire. Donc ce vecteur grand R de T suit une loi normale multivariée de moyenne 0 car stationnaire et de variance grand H, la matrice de covariance grand H de T.
qui dépend bien sûr du temps. Donc ça suit une loi normale multivariée. C'est juste la généralisation de la loi normale pour plusieurs variables. Voilà. Et le M-Garch, ça consiste à poser une équation de récurrence h de t égale c, une constante, plus a r de t moins 1, a transposé, plus b, h de t moins 1, b transposé. Dans le cas n égale 1, on retrouve entre guillemets le modèle Garch 1, 1. Voilà, sauf que ici on a des coefficients positifs, strictement positifs, non positifs, et on n'avait pas cette hypothèse dans le modèle Garch, sauf que en pratique, même lorsqu'on calcule le modèle de Garch, on trouve des coefficients positifs. Moi, je n'ai pas trop cherché, je suis pas extrêmement sûr, mais c'est à peu près ce qui me semble cohérent. Voilà. Et donc, maintenant, on cherche à calculer la vraisemblance. Donc, la loi de densité de tous les rendements R de t, pour t allant de 1 à grand T. Mais pour l'instant, on va d'abord faire la densité pour un seul temps. Donc, on a une formule. Donc, c'est 1 sur racine de 2pi puissance n fois le déterminant de la matrice de covariance tentée, toujours en racine carrée, fois l'exponentielle matricielle de moins 1 demi, produit scalaire de h moins 1 r de t moins sa moyenne, ici 0, scalaire r de t moins sa moyenne, ici 0. Voilà. Avec R, le produit scalaire de deux vecteurs, A, B appartient à Rn, c'est AT, B. De plus, H, donc c'est une matrice de covariance, donc symétrique positive, donc diagonalisable par théorème spectral. Mais ça ne nous intéresse pas encore. Juste, on veut cette expression-là. Ça fait R de T transposé, H-1 transposé, comme c'est une matrice symétrique, c'est juste H-1. Voilà. Ensuite, pour temps, attendez, je vérifie juste si ça tourne encore. Ok. Pour la densité de chacun des vecteurs du temps t 1 jusqu'à grand T, l'on effectue la même méthode que pour le modèle de Garch, c'est-à-dire utiliser Bayes. Donc, je ne vais pas le refaire ici parce que c'est inutile, mais c'est juste le produit des densités conditionnelles. Donc f de Ri. Voilà. Ensuite, on passe au log. Donc ça va faire moins n sur 2 log de 2pi moins 1 demi log du déterminant de la matrice de covariance moins 1 demi RI transposé HI, cela bien sûr un T, là aussi, moins 1 R de I. Voilà.
Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est effectuer une descente de gradient sur cette log vraisemblance. Si on revient encore à l'idée principale de la descente de gradient, on a une fonction qui dépend de paramètres via les h, puisque h a une expression ici, avec des paramètres que l'on cherche à déterminer. Donc ça veut dire que l'on peut effectuer des dérivées matricielles et avec la règle de la chaîne, on obtient ceci avec f de RI, c'est bien sûr juste le contenu de la somme, juste pour simplifier. Ça, c'est simple avec cette expression-là. Par contre, ça, je vais le démontrer plus proprement pour conclure comment est-ce qu'on fait pour faire des dérivées matricielles et non pas scalaires. Voilà. Donc, tout d'abord, on introduit le produit scalaire de deux matrices comme étant le produit scalaire usuel, phase de A, T, B. Donc ça c'est pour A, B, forcément A, R, N croix N. Voilà. Et donc maintenant on va faire une analogie entre la différentielle de f scalaire, donc c'est le produit scalaire du gradient de f selon x, un vecteur, avec dx. Voilà. Et en matriciel, c'est pareil, df égale produit scalaire du gradient de f par rapport à une matrice, d de la matrice. Voilà. Et donc on utilise ce produit scalaire pour les matrices. Voilà. Est-ce qu'il me reste encore du temps? Ouais, j'ai le temps. Donc maintenant qu'on a ça, on va encore poser deux, trois petits tricks. Premièrement, c'est que si on fait h plus dh facteur de h-1 plus dh-1 égale donc l'identité, puisque h fois h-1 ça fait identité. Alors on a h, h-1 plus, on développe, dh, h-1 plus h, dh-1 plus dh, dh-1 égale in. Les in se simplifient. Ça, c'est négligeable devant les autres termes, parce que c'est grand taux de ce qui tend vers 0 au carré. Et donc, on obtient l'égalité suivante. dh-1, hdh-1 égale moins
dh h-1. Donc dh-1 égale moins h-1 dh h-1. Voilà. Ça, c'est une première chose de fait. Deuxième chose, pour la différentielle de log du déterminant de h, donc comme ce qu'on veut, c'est calculer les dérivées partielles de l'intérieur de la somme par rapport à h de i. Ce qu'il faut faire, c'est calculer les différentiels, les mettre sous la forme d'un produit scalaire, et ensuite on déduit ça, qui nous donne directement le gradient par rapport à notre vecteur. Donc ici, comme on sait que h est symétrique réel et est diagonalisable, donc ça fait d log du produit de i égale 1 à n des lambda i, les valeurs propres. Et ça, c'est juste de la différentielle scalaire. Donc c'est somme de i égale 1 à n de 1 sur lambda i d lambda i, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est juste c'est juste. Attendez. Ah oui. C'est juste d h h-1. Putain, mais il y a un problème là. Bon. Je pose ça là. Je suis pas trop sûr de l'expression, mais tranquille. Ça saoule. Troisième trick, celui-là un peu plus mesuré. C'est de dire que si on a AB des matrices, on a A transposé B-1, D de B, B-1, A, c'est égal à... Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui. Non, ce ne sont pas des matrices. Si A est dans Rn, alors on aura, et que B est symétrique, ça là c'est B-1 A transposé, D de B, B-1 A. Et donc ça, si A est un vecteur, donc dans Rn, c'est la trace de ce B-1 A de T dB, B-1 A, puisque si A est un vecteur, B une matrice, à la fin on aura un scalaire, donc donner la trace de scalaire, c'est la même chose. Or, trace de AB égale trace de BA, donc ça nous donne trace de B-1A, B-1A transposé D de B, en prenant
cette matrice-là et cette matrice-là en les inversant. Voilà. Et donc, on retombe sur la formule de la différentielle matricielle, avec ici le gradient, scalaire, le dH, ici dB. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on fait, donc, c'est de calculer la différentielle de f de RI par rapport à D de H de I. Donc, D de f de RI égale. Donc, il y a une constante, moins n sur 2 log de pi. Ça, on s'en fout. Le deuxième terme, c'est moins 1,5 log de le déterminant de h de i. Donc, c'est ce qu'on a calculé là. Donc, ça donne moins 1,5. Donc, on fait le calcul. Le premier terme, c'est moins n sur 2 log de 2pi. Constant, donc ça vaut 0 par rapport à dh de i. Puis, moins 1,5 log de déterminant de h de i. Ah, on a déjà calculé la différentielle par rapport à dh de i. Donc, ça fait moins 1,5 trace de h de i moins 1 dh de i. Ensuite, on a moins 1,5 de d de r de i moins 1 h de i. C'est transposé par r de i. Ça, c'est égal à ici c'est constant par rapport à dh de i, donc c'est juste dh de i au milieu de r de i transposé r de i. Et donc ça, on sait que dh de i, c'est moins 1 là, dh de i moins 1, c'est égal à ceci. Donc on remplace. Du coup, ça, ce terme-là, c'est r de i transposé, dh de i moins 1, r de i. Ok? Et donc, on remplace, ça fait moins h de i moins 1, dh de i, h de i moins 1, r de i. Ensuite, on réutilise ce qu'on avait fait ici, en posant r de i égale a et h de i égale b. Donc, moins 1,5 trace de h de i moins 1 dh de i moins 1,5 de, j'applique la formule, tr de h de i moins 1 r de i h de i moins 1 r de i transposé d de h de i. Ok, on englobe la trace partout, donc moins 1,5. Là il y avait un moins, donc ici ça devient plus, de tr de h de i moins 1 moins h de i moins 1 r de i h de i. Je développe la transposition, r de i transposé, h de i moins 1 transposé, ça fait juste h de i moins 1, le tout des h de i. Et donc, on retrouve encore l'expression du
gradient matriciel qui est donné ici. Et donc, D de F de R de I sur D de H de I, ça va donner H de I moins 1 moins H de I moins 1, R de I, R de I transposé, H de I moins 1. Voilà. Donc on a trouvé finalement cette dérivée partielle, matricielle. Et donc pour effectuer une descente de gradient, il faut calculer dL de L sur dA, dL de L sur dB, dL de L sur dC, et ensuite décaler chacun des A, par exemple A AK plus 1 égale AK plus epsilon de DLL sur DA. Voilà, tout simplement. Et pareil pour B, et pareil pour C. Ici, c'est pas un scalaire auquel on rajoute un petit pas. Ici, c'est une matrice auquel on rajoute un petit pas matriciel. Voilà, donc ça conclut cette vidéo sur le modèle M-Garch et comment est-ce qu'on fait la descente de gradient précisément pour ce M-Garch. Il faut aussi prendre en compte que ici, A, B et C donc, sont en taille de O de n carré, parce que matrice NN, et donc ça a posé des problèmes au niveau de la complexité, parce que quand on fait ce genre de choses, donc ok, on fait des inversions, on fait des multiplications, tout ça, ça va être compliqué, et donc il y a d'autres modèles qui existent pour simplifier entre guillemets, le A, B et C. Par exemple, tout simplement rendre A, B et C diagonaux pour réduire la complexité. Mais ça, je n'ai pas encore cherché, donc on verra ça après.